Bonjour à tous, sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'anatomie de la moelle épinière, ou bien la morphologie de la moelle épinière. Bien sûr, la moelle épinière, elle appartient au système nerveux central. D'une autre vue, elle est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Pour le plan de ce cours, on va voir des généralités, ensuite la configuration extérieure, la configuration intérieure, puis les nerfs rachidiens et les racines, les méninges, la vascularisation et finalement l'anatomie fonctionnelle de la moelle épinière. On commence par les généralités. Définition de la moelle épinière. La moelle épinière est la partie caudale du système nerveux central contenue dans le canal rachidien. Elle assure la communication entre le corps et le cerveau. Les limites. La moelle épinière, elle s'étend du foramen magnum, où elle prolonge le bulbe, c'est-à-dire elle est en continuité avec la moelle allongée ici, d'accord? Et se termine à la partie supérieure de la région lombaire. Généralement, on regarde L1 et L2. Ici. La forme de la moelle épinière a la forme d'un cordon arrondi parcouru par des sillons verticaux, on verra ça après. Elle présente deux renflements, un renflement cervical en haut et un autre renflement lombaire. Le renflement cervical de C4 à D1 correspond à la naissance du plexus brachial. Voilà, le plexus brachial sont les nerfs qui vont vers le membre supérieur. Et l'autre renflement, le renflement lombaire, de D10 jusqu'à L1, correspond à la naissance du plexus lombosacré. Sont les nerfs qui vont vers le membre inférieur. La division topographique. La moelle épinière est divisée en plusieurs segments. Le premier segment, c'est le segment cervical, ici. Ensuite, le segment thoracique. Voilà. Puis, on a le segment lombaire. Il est là. Finalement, on a le cône terminal. C'est cette partie-là. C'est la partie la plus inférieure de la moelle. Voilà, là. On a aussi le filum terminal. Ce filum terminal, c'est un cordon fibreux qui se poursuit par le ligament coccygien. Il s'étend du sommet du cône terminal à la base du coccyx. Ce filum terminal, c'est juste un cordon fibreux qui assure la fixation de la moelle épinière. On a aussi le queue de cheval, les racines des trois derniers nerfs lombaires, plus les nerfs sacrés, on a 5 nerfs sacrés, plus le nerf coccygien. Tout ça forme un faisceau de cordons nerveux entourant le filum terminal. D'accord? Voilà un autre schéma, le renflement cervical de C1 jusqu'à D1 et le deuxième renflement, le renflement lombaire de L1 jusqu'au S1 et la moelle se termine au niveau de L2 et le reste c'est juste du filum terminal. Cette partie en vert représente la durmère et ici le ligament coccygien s'étend de la durmère jusqu'au coccyx. Ces derniers nerfs représentent le queue de cheval. La consistance de la moelle
épinière est très friable. Sa couleur est blanchâtre. Sa longueur est de 45 cm. Ensuite, le filum terminal est de 25 cm. Le diamètre est de 1 cm. Généralement, et au niveau des renflements, le diamètre de la moelle augmente de plus de 3 à 4 mm. C'est-à-dire, il devient 1,3 ou bien 1,4 cm. Le poids de la moelle épinière est de 30 grammes. On est arrivé à la configuration extérieure. On va voir les saillants, les cordons et les renflements. On va commencer par les saillants. Les saillants parcourent la moelle, sont en nombre de 6. Cette ligne, par exemple, représente un saillant. On a ces saillants, un saillant postérieur ou dorsal, et les peu profonds. Ensuite, on a des saillants collatéraux, 2 antérieurs, 1 et 2. Et 2 postérieurs, saillant collatéral postérieur, 1 et l'autre, celle-là. Ces saillants collatéraux, c'est le lieu de l'émergence des racines. On verra ça après. Finalement, on a le saillant antérieur et le saillant antérieur, il est là, c'est le plus profond des saillants. Pour les cordons, par exemple, cette partie-là représente un cordon. Le cordon, c'est entre 2 saillants. D'accord? Les cordons sont des bandes longitudinales, blanchâtres, formées par des faisceaux de fibres nerveuses. Ils sont séparés par des saillants. D'accord? Ils sont au nombre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 3 de chaque moitié latérale de la moelle. Cette moitié, par exemple, présente 3 cordons. Le cordon antérieur, elle est là, compris entre le saillant antérieur et le saillant collatéral antérieur. Voilà. Le deuxième cordon, c'est le cordon latéral. Entre les saillants collatéraux antérieurs et postérieurs. Saillant collatéraux antérieur et l'autre saillant collatéral postérieur. Ensuite, on a le cordon postérieur entre le saillant dorsal et le saillant collatéral postérieur. Les renflements. On a le renflement cervical pour le membre supérieur et le renflement lombaire, c'est pour le membre inférieur. La configuration intérieure. La structure interne de la moelle apparaît sur une coupe transversale qui montre un canal épendymère au centre, puis on a substance grise en forme de papillon, et finalement en périphérie on a la substance blanche. Le canal épendymère, elle est là au centre, et il est central et presque virtuel. Elle s'étend sur toute la hauteur de la moelle et se continue en haut par le 4e ventricule. C'est pratiquement la continuité du 4e ventricule représenté par le canal épendymère. La substance grise, maintenant, elle est centrale, elle est là, en forme de papillon, aux ailes étalées. Sont 2 ailes étalées. Elles forment dans chaque moitié de la moelle un croissant qui présente 3 cornes. On a une corne antérieure, voilà la corne antérieure, parce qu'on remarque le saillant antérieur
c'est la plus profonde des séants. Donc, cette corne, c'est la corne antérieure. Cette corne antérieure, elle est motrice. Ensuite, on a une corne postérieure. Elle est sensitive. Et entre ces deux cornes, on a le corne latéral. On va étudier chaque corne. On commence par la corne postérieure sensitive. Elle est étroite et allongée, à laquelle on distingue une base, ici, voilà. Puis, on a un col et finalement une tête effilée. Pour la corne antérieure motrice, elle est volumineuse et renflée de contours festonnés, à laquelle on distingue aussi une tête, elle est là, à laquelle naissent des fibres motrices périphériques, d'accord? Et ensuite, on a une base, elle est là, qui se confond avec le reste de la substance grise. Pour la corne latérale, c'est une région intermédio-latérale, elle est ici, située entre la corne antérieure et la corne postérieure. La commissure grise, antérieure et postérieure, les commissures, ce sont des minces bandes de substance grise qui unissent les croissants de la substance grise contenue dans chaque moitié de la moelle. On a deux commissures grises. Voilà la commissure grise postérieure, relier les deux cornes postérieures. Et on a aussi le commissure grise antérieure qui reliait les deux cornes antérieures. Ces commissures antérieures et postérieures, en avant et en arrière de l'épendyle. Et cette partie-là, de la substance blanche, représente la commissure blanche. La substance blanche, elle est périphérique, en périphérie, d'accord? Voilà. Elle entoure la substance grise et se recoupe dans les 6 cordons de la moelle. On a 3. Un cordon antérieur, il est là, droite et gauche, on a 2, bien sûr, droite et gauche, sont ruinés de part et d'autre de la ligne médiane par la commissure blanche antérieure. Ensuite, on a les cordons postérieurs, on a 2, droit et gauche, sont séparés par le septum médiane postérieur. Ou bien le séant postérieur, c'est la même chose. On a aussi les séants latéraux, séparés des cordons postérieurs par la corne postérieure de la substance grise. Les nerfs rachidiens et racines. Les nerfs rachidiens s'appellent aussi les nerfs spinaux. Ils se détachent de la moelle et sortent du canal vertébral par les trous de conjugaison, comme l'image montre. Sont au nombre de 31 paires. On a 8 nerfs cervicaux, pourtant le numéro de la vertèbre sous-jacente. Voilà les nerfs cervicaux. Ensuite, on a 12 nerfs thoraciques, 5 nerfs lombaires, 5 nerfs sacrés, et finalement, un seul nerf coccygien, portant le numéro de la vertèbre sous-jacente. Les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes, c'est-à-dire ils sont des nerfs sensitifs et moteurs en même temps. Sensitifs ou moteurs, formés chacun par 2 racines. La racine antérieure, elle est motrice, et la racine postérieure, elle est sensitive. Les 2 racines convergent vers le trou de conjugaison, à l'intérieur duquel, c'est-à-dire à l'intérieur du trou de conjugaison, elles s'accolent pour se réunir un peu en dehors du ganglion spinal. Voilà le ganglion spinal. Et les 2 racines s'accolent à l'intérieur de conjugaison.
Voilà les deux racines, le ganglion spinal ou bien le ganglion sensoriel, c'est la même chose. Et forment le nerf spinal ou bien le nerf rachidien. Chaque nerf rachidien se divise en deux branches terminales. Chaque nerf rachidien se divise en deux branches terminales. Une branche antérieure forme les différents plexus. Elle est destinée à la région ventrale du corps. Et la deuxième branche, c'est la branche postérieure. Elle est destinée aux parties molles rétrorachidiennes. Les racines. La racine antérieure, voilà, émerge de la moelle par des radicelles. Les radicelles sont des petits racines qui proviennent des cellules de la corne antérieure. Ils vont former les racines motrices. Pour la racine postérieure, elle émerge de la moelle par des radicelles qui proviennent de la corne postérieure dont leurs corps cellulaires sont situés dans le ganglion spinal, qui se trouve sur le trajet de cette racine. Donc les racines postérieures, les corps cellulaires sont situés au niveau du ganglion sensoriel. Ici. Les méninges sont les différentes couches qui vont protéger la moelle. La moelle est séparée du canal rachidien par les méninges, qui sont, premièrement, on a la pimère, elle est là, elle tapisse intimement la moelle et les racines. Ensuite, on trouve l'arachnoïde et à l'extérieur, on voit la durmère. On remarque aussi le ligament dentelé qui va fixer la pimère. La durmère, elle forme un sac dural qui descend dans le canal rachidien plus bas que la moelle. Voilà, cette ligne en rose représente la durmère. Elle se termine au niveau de S2, elle est plus bas que la moelle. Et voilà le filum terminal. Entre l'arachnoïde et la durmère se trouve l'espace sus-arachnoïdien. Et entre la pimère et l'arachnoïde se trouve l'espace sous-arachnoïdien. L'espace sous-arachnoïdien où circule le liquide céphalorachidien. Voilà une autre représentation. La pimère, c'est la plus interne, en bleu. Ensuite, on a l'arachnoïde en violet. Et on remarque le ligament dentelé ici, entre la pimère et l'arachnoïde. Et la partie la plus externe, c'est de la durmère. Bien sûr, ces couleurs ne sont pas réelles, c'est juste des représentations. On y est arrivé à la vascularisation. On va voir la vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique. Pour la vascularisation artérielle, on a en total 3 artères. Les premières artères sont les artères spinales antérieures, voilà, en antérieur. Deuxièmement, on a les artères spinales postérieures, voilà. Et finalement, on a les rameaux spinaux latéraux, voilà, d'un côté et l'autre, là. On va commencer par les artères spinales antérieures. Elles sont au nombre de 2, naissent des artères vertébrales. Voilà, bien sûr c'est une vue antérieure. Voilà les 2 artères vertébrales se réunissent pour former le tronc spinal antérieur. Voilà le tronc spinal antérieur et s'engage dans le séant antérieur.
Deuxièmement, on a les artères spinales postérieures, en nombre de deux, voilà, les deux. Elles proviennent soit des artères vertébrales, soit des cérébelleuses inférieures. D'accord? Finalement, on a les rameaux spinaux latéraux, qui s'appellent aussi les artères radiculaires. Ils naissent tout au long de la colonne vertébrale, successivement des artères vertébrales, ou bien intercostales, lombaires et sacrées, c'est-à-dire leur naissance variée en fonction de l'étage. Elles pénètrent dans le canal rachidien par le trou de conjugaison. Voilà, avec les nerfs. Elles se divisent en deux branches, antérieure et postérieure. Une branche antérieure et l'autre postérieure. La vascularisation veineuse et lymphatique. Pour les veines, de nombreuses veines sortent des séants et de la surface de la moelle, se jettent sur des veines radiculaires et rejoindre un réseau péridural très riche. Et pour la lymphe, le système nerveux produit peu de lymphe qui se déverse dans l'espace sous-arachnoïdien. On sait que la ponction lombaire, c'est de prendre le liquide céphalorachidien. Mais comment on peut réaliser ça? C'est pratiquement doit être réalisé au-dessous de L2 sans risque de traumatiser la moelle. D'accord? Parce que la moelle se termine au niveau de L2 et le reste, c'est juste de liquide céphalorachidien. Finalement, on est arrivé à l'anatomie fonctionnelle de la moelle épinière. Elle assure plusieurs fonctions. Donc, c'est un centre réflexe et lieu de transit et une voie de conduction. Tous ces rôles, on va les voir dans le prochain cours qui sera la systématisation de la moelle épinière. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez, abonnez la chaîne pour avoir plus de vidéos. Merci, à bientôt.